Tout à l'heure, Philomène, on parlait des morning shows, des journaux du matin qui, à Moscou ce matin, ouvraient sur les drones qui se sont abattus sur Moscou. On va vous montrer évidemment toutes les images. L'info, c'est ça. C'est que le Kremlin, 1 heure plus tard, a décidé qu'il était interdit d'en parler dans les médias russes. Info signée The Insider. Vous allez voir, voilà, les chaînes de télévision russes interdites de couvrir l'attaque sur Moscou. Et alors, regardez ce que dit une employée anonyme d'une chaîne de télévision. Selon les interlocuteurs de The Insider, ils ont été informés, donc ce que dit cette femme, ils ont été informés de l'interdiction 15 minutes avant le journal télévisé de 11h, bien que le journal de 10h ait couvert l'attaque des drones. On vous en montrer des extraits tout à l'heure. Ils ont dû tout changer au dernier moment. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tout à l'heure, on se posait la question, et j'ai commencé l'émission comme ça avec vous. Tiens, attendez, nous avons dû modifier en urgence la mise en page 15 minutes avant la diffusion pour supprimer toutes les séquences avec des témoins oculaires, avec les conséquences, même les plans généraux des rues. Et ce qui est incroyable, Philomène, c'est qu'on a ouvert l'émission tout à l'heure en disant, c'est fou, ça fait la une des journaux là-bas, la une, voilà, et on se dit, c'est fou parce que c'est à double tranchant. Ça veut dire quand même que la défense antiaérienne n'a pas très bien fonctionné. Tout à l'heure, l'hypothèse qu'on avait soulevée, c'était une diabolisation des forces ukrainiennes, même si c'était des bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments civils qui étaient visés, en disant, bon, certes, on a visé Odessa, ce qui a dû mal passer quand même auprès d'une partie de la population russe, mais là, en fait, pour que ça ait changé de programme comme ça d'une édition à l'autre, c'est que ça n'a pas eu l'effet escompté et que ça a certainement dû semer un certain vent de panique, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la première fois que le centre de Moscou est visé. Il y a eu une attaque qui avait visé donc le Kremlin qui avait été repoussé le 3 mai, il y a eu une autre attaque le 30 mai, mais il y a deux nouveautés cette fois-ci, c'est que les forces ukrainiennes revendiquent l'attaque et qu'on est dans le centre de Moscou. En plein centre-ville. Alors, cette information sur la censure des JT, c'est une information de The Insider. On va voir ce qui se passe dans les heures à venir, évidemment. On va pas... Peut-être que c'est des rédacteurs en chef qui ont fait du zèle, ou je veux dire, des JT en question. On verra. Si c'est ça, tout fout le camp. Non mais, on ne sait pas. Oui. Un coup de fil du Kremlin un peu fâché, le rédacteur en chef décide on n'en parle plus. C'est possible. Bon. Sur les dégâts et sur les détails. On va aller retrouver peut-être Jérôme Garraud qui va nous faire un point sur les dégâts. Je vous rappelle donc, ça a eu lieu la nuit dernière. Il y a eu 2 drones interceptés par les Russes, de ce qu'ils nous disent, aucune victime. L'Ukraine donc a revendiqué ce que vous disiez, Philomène, il y a une seconde. Et puis donc, on est effectivement en plein centre de Moscou, sur une artère commerciale, et puis à côté d'un bâtiment des services secrets. Donc pas très loin du ministère de la Défense et pas très loin des services secrets, ce qui peut faire effectivement un peu désordre. Jérôme. Oui, on est tout à côté de l'un des 2 bâtiments qui a été frappé cette nuit par les drones. Alors on va vous montrer, on va légèrement zoomer avec la caméra. Vous voyez le toit du bâtiment qui a été endommagé, et là on va redézoomer. Il y a des militaires, des policiers qui ont été déployés devant le bâtiment. Il y a aussi des hommes du FSB qui sont arrivés ce matin, des ambulances. On va maintenant aller de l'autre côté de la rue. On va vous montrer de ce côté-là, vous avez les immeubles d'habitation, les magasins, les restaurants dont les vitres ont été soufflées par l'explosion. Regardez, vous avez déjà des dizaines d'agents de la ville qui sont en train de réparer, de retirer les débris pour préparer les réparations. Alors ce qu'il faut noter, c'est que là, nous sommes dans le centre de Moscou. Jusqu'ici, les attaques avaient lieu assez régulièrement, à peu près toutes les 3 semaines, mais à chaque fois, les appareils s'écrasaient dans la grande région de Moscou, dans la grande banlieue, à 50, 70, parfois 100 km du centre. Là, on est vraiment dans la ville. Dans cette direction, tout à côté, vous avez le ministère de la Défense. On n'a pas de gros dégâts à déplorer d'après les autorités, pas de morts, pas de blessés, mais vous le disiez, la chef de la diplomatie russe, Maria Zakharova, parle d'une attaque terroriste, et cette attaque survient après que Kiev a promis des représailles au bombardement d'Odessa pendant ce week-end. Alors, Jérôme Garraud donc avec Romain Reverdy. On enquête sur cette histoire de comment ça s'appelle, de censure. Et si j'ai un peu plus de détails, je vous les donne au cours de l'émission, évidemment. On va tenter aussi de rappeler Jérôme. Plusieurs questions, évidemment. Gallagher, il y a plusieurs questions. Les Ukrainiens revendiquent, donc est-ce que ça peut être une revendication de circonstance ou pas? Il y a des ennemis de l'intérieur aussi là-bas. 2, drones. Est-ce que ça veut dire donc que Moscou est extrêmement mal protégé? Et en l'occurrence, là, on parle d'un bâtiment du ministère de la Défense. Et le deuxième se crache à quelques blocs d'un bâtiment du GRU. On vous a fait une carte. Tout est fait évidemment pour paniquer la population. Alors si cette histoire de censure est exacte, ça montre bien que de ce point de vue-là, ils auraient atteint leur cible.
Voilà, ces quelques questions-là. Moscou, c'est pas la première fois qu'elle est frappée. Il nous paraît lunaire de se dire que ces deux bâtiments puissent être approchés d'aussi près par des drones. Exactement, il faut commencer à s'y faire, même si vous avez raison de le souligner, ça continue de paraître lunaire de constater à quel point la défense antiaérienne dans la capitale du pays qui était censé abriter la deuxième armée du monde est mal protégée. Il y a un système de défense aérien à Moscou qui s'appelle AMUR, AMUR, qui a été conçu il y a quelques décennies et dont on sait qu'il est très mal équipé par rapport à la menace drone, parce que les radars sont calibrés pour des projectiles d'une certaine taille, et quand vous baissez la taille pour arriver sur une taille drone, vous risquez d'embarquer dans votre détection tout ce qui est oiseaux, etc. Donc ça va commencer à devenir très compliqué. Ça, c'est une première chose. Ensuite, et vous avez raison de le souligner, la revendication, elle n'est pas du tout de circonstance. Les Ukrainiens sont en train de changer de mode opératoire. Avant, il y avait ce que j'appelais la dénévendication, c'est-à-dire une dénégation qui consistait à dire « c'est pas nous », mais avec tellement de sarcasme et d'ironie que ça équivalait, si vous voulez, à une revendication. Rappelez-vous, c'est pas nous, mais bien joué. Fins, voilà, des blagues de Podolyak, Reznikov, Boudanov, etc. Maintenant, c'est chirurgical, on tape, on le dit tout de suite. Pourquoi ? À mon sens, c'est mon interprétation. Parce que l'Ukraine est en train de banaliser les attaques à la fois sur la Crimée et sur le territoire russe auprès de ses alliés, en disant c'est légitime, c'est pas la peine d'en faire tout un foin, il n'y a pas toute une histoire, on désacralise ces cibles et on fait accepter que voilà, on est dans le domaine de la guerre, dans le domaine légitime de la guerre. Donc on tape, on lui dit tout de suite. Deux autres petits points. Le premier, vous parlez du GRU, c'est très important. Il y a un travail d'enquête qui est en cours. Et Podolyak, dans un tweet au sujet de ces attaques, donc il publie tout de suite, dit « L'ennemi doit savoir que non seulement on tape facilement, mais on sait exactement ce qu'on a tapé. » Et l'un des bâtiments du GRU abriterait une unité très particulière, 2165 je crois, selon les enquêtes qui sont en cours dans la presse ukrainienne, mais de langue anglaise que j'ai pu lire. C'est une unité de cyberguerre, notamment avec des militaires désignés par les Américains comme étant responsables d'ingérence dans les élections de 2016. Donc vous avez la combinaison entre un travail de renseignement très poussé, donc il y a du renseignement humain sur place qui permet du guidage. D'ailleurs, ils le disent. Je vous coupe, mais les Ukrainiens, ils disent bien, cette opération s'est déroulée dans le cadre d'une opération spéciale de nos services spéciaux. Donc, oui. Le but, à mon avis, in fine, étant le suivant. Vladimir Poutine enferme son pays dans une bulle de propagande. Et chacun de ces projectiles sert à percer les parois pour faire rentrer le mot « guerre » dans le champ lexical. Ça permettrait de recouper l'information selon laquelle, à 11h, on n'en parle pas. C'est ça. Alors Jérôme est en train de regarder, il a allumé sa télé. Oui. Pour tout vous dire, il est à Moscou, il a allumé sa télé, il est en train de regarder justement pour voir si est une réalité. Le mot est absent ou pas. Juste une petite précision, et c'est en vous disant ça, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Le GRU, vous me parliez du GRU. Le renseignement militaire avec voilà, ce bâtiment. Et donc j'avais une autre... Bon, peu importe, je me souviens plus de ma question, c'est pas très grave. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est pas fait donc pour... C'est pas fait pour terroriser la population, mais c'est pour faire prendre conscience à la population moscovite, qui, elle, continue à faire la fête et à aller au restaurant, mais qu'effectivement, leur pays est en guerre. Oui, c'est un pas supplémentaire. Il y a un changement de stratégie important depuis plusieurs semaines. À partir du moment où la digue est extrêmement difficile, voire impossible à franchir le long des 1000 km des 4 oblasts, eh bien ils ont décidé, en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète, et puis quand on regarde un peu les comptes rendus militaires sur place, ils ont décidé de frapper maintenant à l'intérieur. Ils ont décidé de... Alors, en plus, ça arrive 24 heures après le... 24 heures après le bombardement horrible à Odessa, la cathédrale touchée. Et puis surtout, au-delà de la cathédrale, il y a 4 enfants grièvement blessés. Il y a 2 morts. Il y a eu 2 morts cette nuit. Exactement, 4 morts. Donc on se retrouve maintenant avec effectivement une intensification depuis plusieurs jours des bombardements. Zelensky qui a parlé de représailles. Et une volonté, que ça soit en Crimée ou sur le territoire russe, je suis d'accord avec Gallagher, de faire un pas supplémentaire
pas tant, enfin, vis-à-vis des Occidentaux, mais vis-à-vis aussi de la Russie, qui est de dire maintenant, tous les territoires sont concernés. On a reçu des missiles longue portée, donc plutôt que d'aller tuer des centaines d'hommes le long de la digue, on va frapper à 300 km. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de frappes en Crimée, de dépôts de munitions, de dépôts d'armes, de pistes, pour essayer de couper le ravitaillement. On tape des immeubles de bureaux qui sont donc vides au milieu de la nuit. Il y a ça aussi. On prend le risque de taper dans une artère commerciale, mais au milieu de la nuit, on sait qu'il n'y aura pas grand monde. Tout est cible. Voilà. Tout est cible, y compris à côté. Parce qu'avant, c'était le Grand Moscou. Là, on est à côté du ministère de la Défense. Donc, symboliquement, enfin, je vois pas comment la presse, enfin, comment les médias ne peuvent pas en parler. De toute façon, les moscovites, ils passent devant, ils voient bien ce qui se passe. Mais dites-moi, Pierre de Jong, quand même, parce qu'on est passé un peu vite dessus sur ce dôme qui est censé protéger Moscou. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Moi, j'ai bien compris qu'a priori, ces drones ne pouvaient pas avoir décollé de l'intérieur même de Moscou. On m'a expliqué que il fallait quand même un peu plus de place, etc. Enfin, on a quand même une capitale qui a déjà été attaquée sur le toit du Kremlin. Enfin, je veux dire, ça a choqué évidemment tous les Russes, les moscovites en particulier, mais pas uniquement. Comment est-ce que cette ville peut être aussi mal protégée? Est-ce que ça pourrait, de votre point de vue, être aussi une espèce de concordance des choses avec, alors tout à l'heure on parlait sans doute de graissage de pattes à certains endroits, de mollesse de l'armée parce que l'armée n'est pas forcément complètement persuadée que cette guerre soit une belle affaire. Enfin voilà, est-ce qu'il peut y avoir des choses comme ça? La première chose d'abord, c'est un drone Beaver qui fait 12 mètres d'envergure. Oui. C'est un avion. C'est pas un petit drone. Voilà, c'est pas un petit drone. Et rappelez-vous la séquence sur le Kremlin au mois de mai, c'était les petits drones qui auraient pu, qui probablement ont décollé pas loin du centre-ville. Par contre là, c'est des avions, donc il faut une piste. Enfin, il y a tout un système pour les lancer, etc. Ce sont les drones tueurs, c'est les drones dans lesquels vous mettez les coordonnées. Et donc c'est assez précis. C'est là qu'on voit que la technologie, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de technologie théoriquement, il n'y a pas de technologie occidentale à l'intérieur, puisque les Américains ont interdit d'utiliser du matériel occidental pour aller taper sur le territoire russe. Donc le premier point, c'est que les Ukrainiens sont capables de mettre en place, de choisir l'objectif, c'est ce que disait Gallagher à l'instant, mais également de taper là où ils ont envie de taper. Ça, c'est le premier point. Uniquement leur drone, c'est un drone ukrainien. Maintenant, la réponse à votre question sur les problèmes de protection. Le problème, si vous voulez, c'est que vous avez la guerre, vous avez 3 niveaux. Je ne parle pas du niveau politique, mais dans la guerre réelle, dans la guerre militaire, vous avez 3 niveaux. Le premier niveau, tel que l'évoquait Renaud à l'instant, vous avez le niveau tactique, qui est le niveau la Crimée, le front, Bakhmout, etc., etc. C'est la tuerie. Si vous voulez, on se tire dessus, etc. C'est le niveau tactique. Alors, on joue avec des bateaux, avec des avions. C'est le niveau tactique. Vous avez un deuxième niveau qui vient également d'évoquer, c'est le niveau opératif. Le niveau opératif, là, c'est des distances beaucoup plus grandes, puisqu'on va tirer à 200, 300 km. Et là, les objectifs sont différents. En fait, on va chercher à désorganiser l'approvisionnement du premier échelon, du tactique. Donc, on va essayer de taper. C'est ce qu'ils font en Crimée. Exactement. Donc vous tirez sur les dépôts de munitions, vous tirez sur la logistique, vous tirez sur les centres de commandement, sur les concentrations de blindés, tout ce que vous voulez, etc. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau que les Ukrainiens n'ont pas, parce que les Américains les surveillent comme le lait sur le feu, c'est qu'il n'y a pas de niveau stratégique. Et le truc stratégique, où là les Russes sont très forts, parce que les Russes ont des missiles en quantité, et ils peuvent tirer de où ils veulent, quand ils veulent, sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans cette espèce de guerre où tout s'équilibre dans la guerre, vous savez, je donne un coup de poing, les Ukrainiens ont une problématique, ils doivent rentrer là-dedans. Ils n'ont pas les moyens, ils ont quelques beavers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un choix stratégique. Ce qui veut dire que militairement, ça n'apportera absolument rien ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Par contre, du point de vue psychologique, c'est ce que vous disiez un instant, du point de vue psychologique, du point de vue de l'effet que ça fait sur les populations, sur Moscou, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Vous amenez, ce que vous disiez à l'instant, vous amenez la guerre au centre de Moscou. Ils sont pas prêts. Il y a pas une seule armentière. Il y a nulle part. Pour eux, la guerre est à 1500 km. D'autant que c'est pas les jeunes moscovites qui sont partis à la guerre. C'est plutôt les jeunes boréates. Le seul truc que j'ai pensé, c'est comme le roi Merlin est pas loin. Je pense que le gars a eu un problème. C'était le roi Merlin. Peut-être il tire sur le roi Merlin. Bon, ça c'est une blague. C'est le siège du roi Merlin. On voit le logo. Je me suis dit que. Et comme le disait Gallagher, ce qui est aussi intéressant, c'est le changement de ton qu'on observe de la part des Ukrainiens ces 10 derniers jours. Ouais. Ça a commencé avec l'interview du général Zaloujny qui a dit dès que j'en aurai les moyens, je frapperai en Crimée et personne ne m'en empêchera. 24 heures plus tard, il y a une attaque de drone sur Sébastopol qui est repoussée, mais ensuite il y a l'attaque du pont de Kerch. Ouais. Ensuite, on a Zelensky qui parle donc du pont de Kerch en disant que c'est une cible qui doit être neutralisée. Et ensuite, il parle de représailles.
Et dans la nuit même, alors que tous les regards étaient un peu tournés vers le pont de Kerch, il frappe au cœur de Moscou. Donc on sent bien qu'il y a une nouvelle dynamique qui est beaucoup plus vindicative de la part quand même des Ukrainiens. Ah ouais, c'est très très impressionnant. Je voudrais juste vous préciser, parce que vous parliez de Mikhailo Podolyak, il est l'invité de Darius ce soir sur LCI, 20h10. Ouais. Vous avez mieux l'horaire que moi. Ah, mais je l'ai vu. non, mais si, j'avais pas l'heure. Mais en tout cas, en plus vous connaissez le talent de Darius pour les interviews. Franchement, ça vaudra le coup de regarder parce que effectivement, il y a un changement de ton, comme vous le disiez si bien, Philomène. Oui, et en l'occurrence, vous imaginez, il y a un an, si on avait dit que Moscou serait frappé Incroyable. avec une reconnaissance quelques heures après des services de renseignement ukrainiens. Enfin, personne n'y croit. On disait c'est l'apocalypse. Il va y avoir immédiatement des missiles qui vont tomber sur Kiev. Enfin, la guerre se déplace et c'est normal. Plus la guerre est longue, plus elle se déplace. Et plus, voilà, c'est la théorie du vase chinois. Vous le déplacez d'1 centimètre par jour pendant 6 mois, un jour il disparaît. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Là, on est là à commenter Moscou qui a été à côté du ministère de la Défense, qui a été avec des drones de 12 mètres, et on trouve ça normal. Et Poutine est en déplacement et il embrasse des bibles dans des cathédrales. Non mais c'est vrai que c'est fou. Pardon, 21h10, Mikhailo Podolyak. Non mais vous aviez le décalage horaire, c'est pour ça. Mais tout ça quand même à remettre en perspective avec les attaques de drones quotidiennes quasiment sur Kiev. Et là, on parle de 20-40 drones iraniens Shahed quand même, avec des victimes civiles toutes les semaines quasiment. Donc il faut quand même remettre ça en perspective avec ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez raison, ce qui est sûr, c'est vrai qu'il y a une vraie escalade qui peut se mettre en route. C'est vrai, c'est le seul bémol. C'est le danger. Quelque part, bah oui, il va y avoir évidemment, et ça c'est l'occasion rêvée pour les Russes de mettre Moscou a déjà dit qu'il allait répondre à cette attaque-là, qui elle-même était une réponse à l'attaque précédente. Et Zelensky va répondre, et voilà, et c'est parti sur un modèle assez destructeur.